Bonjour, chers panélistes, bonjour, chers participants. Donc, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous rejoindre dans ce panel, dont le thème porte sur comment gérer les risques dans le e-commerce et prévenir la fraude en ligne. Donc, juste dire que ce panel sera animé par M. Abdoulaye Djemé, qui est développeur ingénieur en CRM, de M. Hassan Si, qui est cyberjuriste, également consultant et spécialiste en droit numérique, et aussi CO EduTech 2021. Et aussi M. Ibrahim Si, développeur en backhand. Donc, et moi-même aussi, qui est le modérateur, et je suis le coordinateur en fait juridique du projet de la plateforme Boutique 221. Donc, et aussi, hein, pour ne pas oublier Betty Ba, hein, Betty, sinon, je risque de faire ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté. Donc, Betty, en fait, qui est le chef du projet, qui est en même temps, en fait, l'organisatrice de ce webinaire, qui vraiment joue un rôle extraordinaire dans la plateforme, au niveau de la plateforme Boutique 221. Donc, on la remercie vivement. Donc, mais aussi remercier aussi nos partenaires qui sont Gaïndé 2000, qui est le partenaire technique du ministère du Commerce. La plateforme appartient en fait au ministère du Commerce, mais aussi l'UNMOUSSIR, qui est, je dirais, l'unité nationale de mise en œuvre du programme cadre intégré. Donc, ce sont ces trois partenaires-là en fait qui gèrent en fait la plateforme. Donc, juste rappeler en fait que ce webinaire en fait rentre dans le cadre de la vulgarisation et de la sensibilisation de la boutique 221. Donc, la boutique 221 est une plateforme électronique conçue par Gaïndé 2000. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, Gaïndé 2000, c'est le partenaire en fait technique du ministère du Commerce et des PME qui met à la disposition en fait des commerçants locaux. Donc, quand on dit les commerçants locaux, c'est les commerçants qui sont au Sénégal. Ça veut dire, cela n'écarte pas en quelque sorte les commerçants qui sont à l'étranger. Mais la boutique en tant que tel, l'élément déclencheur, en fait, c'était les commerçants locaux. Donc, qui leur permettent, en fait, la plateforme va leur permettre de diffuser des informations qui vont leur servir d'outils, qui leur permettront de créer leur site de e-commerce. Donc, la plateforme est là. Et donc, chaque commerçant aujourd'hui qui remplit les formalités administratives va bénéficier ou avoir la possibilité d'ouvrir un site de e-commerce. Ce site-là, en fait, pourra lui permettre de vendre en ligne, de recevoir les paiements en ligne et de livrer les marchandises. Donc, ce sont en fait ces trois triptyques-là, c'est-à-dire vendre en ligne, recevoir le paiement en ligne et se faire livrer en fait la marchandise. Donc, ainsi donc, ce webinaire va permettre de déceler en fait les risques dans le e-commerce, afin de prévenir les limites ou de limiter en fait les fraudes en ligne, parce que le risque zéro n'existe pas. C'est juste en fait prévenir, amoindrir et permettre comment dirais-je, de limiter un peu les dégâts par rapport à tout cela, mais le risque zéro en fait n'existe pas. C'est juste pour sensibiliser et permettre aux gens de prendre devant une mise en garde, leur permettant en fait comment dirais de pouvoir prendre toutes les mesures idoines pour ne pas être, voilà, donc qu'on puisse ne pas avoir accès ou frauder en fait au niveau d'un système informatique. Donc, je m'avais directement peut-être laissé la parole aux panélistes. Donc, je vais d'abord interpeller M. Abdoulaye Dem, qui est développeur. Donc, pour la première question, M. Dem, donc, aujourd'hui, quels sont en fait les avantages de l'analyse prédictive dans la prévention de la fraude en ligne? Alors, merci beaucoup, Monsieur Khadim Bakefal, de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de participer à ce panel et d'interagir avec tous les participants concernant aujourd'hui
ce qu'on appelle e-commerce. Parler de e-commerce, parler des plateformes qui sont donc les plateformes électroniques ou les plateformes de l'ère numérique. Donc, quand on parle davantage donc de connaître, de faire l'analyse des fraudes, c'est que d'abord, il y a un risque permanent que nous subissons quand on fait donc les ventes en ligne. Et ce risque, comme vous l'avez dit dans vos propos, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut toujours chercher un moyen d'amoindrir les risques et de ne pas impacter carrément notre activité, qui est une activité économique. Donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire donc cette activité d'analyse-là. L'activité d'analyse nous permettra d'anticiper déjà sur les différents problèmes en interne, mais aussi en externe par rapport à tout ce qui est lié à notre activité économique, à notre activité de e-commerce. Quand on parle de fraude, ce n'est pas ici, on ne parlera pas de fraude sur les articles, les produits, mais ici, les fraudes qui sont plus impactées, ce sont des fraudes de données. Là, c'est au niveau de la collecte de données qu'il y a énormément de difficultés, énormément de problèmes, et c'est là qu'on peut perdre même tous nos chiffres d'affaires avant même que ça se répercute au niveau donc des articles de vente. Alors, c'est la raison pour laquelle plusieurs couches d'analyse sont mises en place pour pouvoir effectuer une bonne analyse, un diagnostic et une bonne gestion, faire l'audit de notre système d'information et voir à quel niveau il faut plus faire des mises en place de technologies Chedem, on ne vous entend plus. Allô? Chedem, je pense que votre connexion est partie parce que là, on voit que l'écran est figé. Donc, je pense que M. Dem a un petit souci, comme il l'avait dit tout à l'heure, avec sa connexion. Donc, si il est là, on l'attend un peu, ou bien on bascule au niveau du deuxième panéliste, le temps qu'il nous revienne. M. Dem? Donc, on va voir avec M. Ibrahim aussi. Donc, M. Dem était en train de... Donc, M. Dem était en train tout à l'heure d'expliquer un peu les problèmes liés en fait à certains risques. Donc, je pense qu'il a un petit souci de connexion. Il va nous revenir bientôt. Donc, on va anticiper avec M. Si le temps qu'il revienne. Donc, M. Si, aujourd'hui, quelles sont en fait les tendances récentes en matière de fraude en ligne avec les entreprises de e-commerce? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quelles sont les tendances récentes en matière de fraude en ligne que les entreprises de e-commerce doivent surveiller? Donc, c'est ça en fait la question. Bonsoir, M. Mbaké. Oui. Je vous remercie vous tous, vous, Betty et tous les participants, tous les panélistes. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce sujet qui est vraiment intéressant. Parce que c'est un domaine dans lequel j'ai eu à écrire mon mémoire de Master 2. Ah oui? Donc, ouais, vraiment. Donc, c'est vraiment important. Ce qui veut dire qu'on aura des informations assez conséquentes. Oui, bien sûr.
Merci. Maintenant, donc. si je reviens à votre question par rapport aux tendances en matière de fraude, bon, je pense que bon, vous avez expliqué, vous avez dit des tendances récentes quand même, mais je vais parler de deux tendances qui sont pas du tout récentes, mais je pense que c'est la principale source de fraude au niveau des applications ou bien des sites e-commerce. C'est la fraude par carte de crédit. Donc, parce que souvent, bon, euh, les gens qui font des transactions vont se retrouver voler leur carte de crédit. Et c'est des données que les fraudeurs vont utiliser à leur insu. Maintenant, c'est les gens, bon, surtout j'avais travaillé sur ça, donc c'était sur les cartes de crédit qu'on reçoit les données, surtout sur les gens qui vont, les fraudeurs en fait vont commencer à faire des fraudes qui sont pas d'ordre naturel de la propriété du carte. Exemple, si le propriétaire du carte faisait des transactions, supposons en moyenne de 50 000 par jour, le fraudeur va vouloir, par exemple, faire une transaction de 200 ou 300 000. C'était au moins, bon, j'anticipe un peu sur les questions, de détecter des possibilités de transactions frauduleuses. Maintenant, bon, c'est un domaine aussi qui évolue constamment parce que les gens essaient surtout, ou bien les fraudeurs vont essayer souvent de s'améliorer, de s'adapter aussi. Forcément, on va avoir plusieurs techniques qu'ils vont mettre en place voilà, pour pouvoir faire des transactions qui sont frauduleuses. Maintenant, on a aussi des techniques qu'on voit souvent, parce que quand vous avez l'habitude de consulter vos mails, c'est l'escroquerie par phishing. Alors, bon, c'est juste le fait de vous envoyer des mails. Voilà, ça veut dire, par exemple, par exemple, tu es un client. Monsieur, si on ne vous entend plus. Ça ne vient pas. Je pense que c'est un problème de micro. Essayez de régler. En tout cas, moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si Betty vous entend ou les autres. Moi non plus, hein, j'entends pas. Ouais. Ibrahima, je Moi pense non que c'est à plus. votre niveau. Hein? OK, ça revient. C'est bon, hein? OK, pour l'instant, c'est bon. C'est bon, voilà. Okay, Désolé, oui. je parlais aussi de l'autre, voilà, d'autres méthodes que les fraudeurs utilisent, qui est l'escroquerie par phishing. C'est très simple si vous avez l'habitude de consulter vos mails. En fait, ils essayent d'imiter les institutions où, voilà, où vous êtes, par exemple, les banques et ainsi de suite. Ils essayent d'imiter une banque, par exemple, comme CBAO, pour récupérer vos informations personnelles, surtout liées aux cartes de crédit et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une technique qui est très utilisée, bon, parce que chaque jour, tu vois dans tes spams des mails douteux, par exemple. Donc, ça, c'est une technique qu'on utilise souvent aussi. Maintenant, ça va me permettre aussi de rebondir sur un domaine qui évolue rapidement, qui est l'intelligence artificielle, par exemple, parce que j'ai eu à travailler sur ça. Par exemple, supposons que vous avez un site d'e-commerce où la personne, bon, pour payer, doit se reconnaître, une reconnaissance faciale, ainsi de suite. Maintenant, grâce aux algorithmes de machine learning, plus précisément le deep learning, donc, on peut imiter la visage ou bien les empreintes. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, quand on parle de techniques de fraude qui sont récentes, je pense que c'est ça le challenge, surtout avec l'IA, les algorithmes d'IA, on peut faire énormément de choses, surtout en termes de reconnaissance faciale, d'empreintes, ainsi de suite, avec les algorithmes de deep learning. Et aussi, bon, je pense aussi les API. Par exemple, si vous voyez bien maintenant dans les applications, on a tendance à utiliser beaucoup d'API. Les gens peuvent attaquer les API, essayer de récupérer les données des clients. Donc, si je continue, il y a beaucoup de techniques en tout cas, parce que
c'est quelque chose qui évolue parce que toujours les gens essayent de contourner les barrières que les gens mettent pour, voilà, pour essayer de trouver de nouvelles façons, en tout cas, de faire des transactions frauduleuses. Voilà. Je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions. Merci Ibrahim. Donc, je pense qu'on a récolté énormément d'informations. Donc, tout d'abord, vous nous avez parlé en fait de fraude par carte. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de... Il y a énormément d'établissements bancaires et ces moyens de paiement aujourd'hui permettent en fait aux hackers ou bien aux personnes mal intentionnées de les utiliser, d'utiliser les informations au niveau de la carte bancaire. Je pense même ne pas connaître le code, mais juste avoir les informations de la carte, les données chiffrées qui sont au niveau de la carte et pouvoir faire des transactions, voilà, donc frauduleuses. Donc, je pense que la carte aujourd'hui, voilà, donc est un élément qui est utilisé pour frauder énormément dans les transactions électroniques. Donc, vous avez aussi parlé de phishing. Je crois qu'aujourd'hui aussi, on reçoit énormément de mails et parfois les gens doivent être très attentifs. Le phishing qu'on appelle en fait l'hameçonnage aussi. Hein. Donc, et vous avez aussi parlé de l'intelligence artificielle. Donc, vous dites on peut faire énormément de choses au niveau de l'IA. Donc, avec ce qu'on appelle les reconnaissances faciales et tout cela. Donc, les API, en fait, qui sont en fait des portes d'entrée. Bon, quand on parle de porte d'entrée, cela veut dire qu'on doit sécuriser les API. Parce que si on entre, cela veut dire que, voilà, donc, on est exposé à tout ce qui se trouve au niveau de la maison. Donc, merci Ibrahim. Donc, je pense qu'on va voir avec M. Si, notre juriste, avant de revenir avec M. Dem. Est-ce que M. Dem est toujours là avant de venir à M. Assensi? Dem, il nous est revenu ou bien il a toujours un Oui, problème de connexion? je suis là. Je m'excuse encore. Là, c'est le réseau qui nous fait défaut en ce moment. Voilà, donc on va vous laisser développer parce que vous en étiez en fait à la première question. Exactement. Donc, on va vous laisser le temps de développer avant de venir à M. Si. Hein. D'accord. On a deux M. Si, hein, apparemment, Ibrahim Si et Hassan Si. Hein. OK. Donc, voilà, donc Dem, on va vous laisser le temps de développer, de continuer en fait ce que vous étiez en train de dire, qui était très intéressant. Merci, Donc, vous pouvez allumer Fall. votre caméra si possible. D'accord. Merci beaucoup, M. Fall. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que d'abord, ce qu'il faut faire en matière de fraude, il faut d'abord regarder tout son trafic. Quand on est dans un réseau, je pense que la meilleure solution aujourd'hui, si on prend l'exemple, par exemple, de la circulation, pour éviter les bouchons, je pense que c'est le trafic qu'on va consulter en premier. Qu'est-ce qu'il y a dans le trafic? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait défaut? Où se trouvent les bouchons? Et c'est dans ces bouchons-là même qu'on peut trouver les cas de fraude. Et comment il faut faire pour délier ces bouchons-là? Qu'est-ce qui pose ces problèmes-là? À chaque fois, dans le système de gestion, que ce soit en e-commerce ou dans n'importe quel type de plateforme qui fonctionne avec Internet et qui fonctionne sur un navigateur, il faut toujours regarder son référencement. Avant même que la fraude ne soit détectée à ton niveau, c'est-à-dire que à ton logiciel informatique que tu utilises via le web, les robots de Google, par exemple, si on s'attachait au moteur de recherche de Google, par exemple, ces robots-là, ils peuvent prendre même tes articles pour des articles de fraude, rien que de la manière dont ça a été indexé dans le trafic. Je m'explique. Aujourd'hui, puisque tout à l'heure j'ai entendu M. Ibrahim Si, si je ne me trompe, à parler d'intelligence artificielle, aujourd'hui le contenu même, les contenus qu'on appelle des contenus dupliqués, cela peut être géré comme des contenus frauduleux par rapport au moteur de recherche. Et là,
Là, ce qu'il va faire, il va déclassifier votre site par rapport donc à son positionnement sur les moteurs de recherche. Et là, si vous avez besoin de clients qui doivent se diriger vers votre site et faire donc leurs achats, là déjà vous avez un problème. Donc c'est ce qu'on appelle une intervention proactive. Cette intervention proactive, c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois, à chaque instant, quotidiennement. Ça ne s'arrête jamais. Il y a plusieurs outils pour le faire. On va y revenir si, voilà, si on a le temps, bien sûr. Donc, cette étude-là te permet d'abord de voir ton contenu. Est-ce que c'est un contenu de qualité et ça peut générer un trafic qualifié. Si ces deux critères sont respectés, là, vous pouvez maintenant passer à l'étape où on gère les fraudes à partir donc des fraudes par rapport aux cartes, comme l'a dit M. Ibrahim aussi. Et là, c'est plutôt aux couches de sécurité qu'on va utiliser, par exemple le certificat SSL ou l'identification multifacteur. Aujourd'hui, vous voyez bien que quand vous vous connectez rien qu'avec Gmail, on vous demande d'envoyer, donc de lire le message de confirmation qui vous est envoyé sur votre téléphone. Et donc là, ça permet de faire une identification multifacteur. Cette identification multifacteur aussi est une prévention contre les fraudes. Et juste pour ne citer que ces deux-là, on voit bien que la fraude peut être même interne qu'externe. C'est-à-dire que nous n'avons pas posé les jalons avant même qu'on fasse le déploiement envers les clients. Et que nous-mêmes, avec notre trafic, nous avons exposé les clients ou nous nous sommes mis tout simplement en danger. Donc là, c'était les seuls compléments que je voulais ajouter avant donc de vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye pour cette intervention. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir un peu des propos, c'est qu'aujourd'hui, en matière de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, donc on a la possibilité, si un site en fait n'est pas conforme, qu'on puisse le déclassifier. Donc, je pense que ça, c'est déjà extraordinaire, le fait de pouvoir déclassifier un site pour que les consommateurs ne puissent pas accéder à cela si en fait le site, seulement si en fait le site ne présente pas assez de une sécurité. Je pense que si j'ai bien compris, c'est un peu ce que Abdoulaye essayait d'expliquer tout à l'heure. Donc, je m'en vais directement, avant de revenir vers Abdoulaye, à M. Si, qui est notre juriste, pour en fait lui poser pour lui demander quels sont en fait les principaux défis aujourd'hui juridiques liés au e-commerce au Sénégal et en Afrique de l'Ouest de façon générale. Hein. Chez Hassan Si. Merci beaucoup, M. Fall. Donc, merci aussi à toutes et à tous de nous avoir donné cette opportunité de participer à ce webinaire. Donc, je remercie également Tamsir, donc, qui m'a sollicité de venir participer à ce webinaire. Je pense que les explications de mes prédécesseurs ont été tellement claires que vraiment, moi, je commence aussi à apprendre par rapport à l'aspect technique puisque je suis juriste de formation. Donc, des fois, les aspects techniques, ça nous arrange. Quoi. Par rapport à votre question, M. Fall, surtout concernant les défis juridiques liés au e-commerce, que ce soit au Sénégal ou bien en Afrique de l'Ouest, nous savons tous qu'actuellement, le commerce électronique a pris des ampleurs significatives un peu partout dans le monde. Avec les technologies de l'information et de la communication, on a tendance à voir que maintenant, le commerce commence à se digitaliser. Et pour preuve, bien qu'en 2021, selon les derniers chiffres que nous avons eus sur les 12 plus grandes entreprises de e-commerce, donc, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 606 milliards de dollars, ce qui signifie, bien, ce qui justifie également que c'est un domaine qui est vraiment un domaine porteur.
Donc, juridiquement, je pense qu'il y a énormément de défis qui sont à relever pour vraiment promouvoir cette activité qui est d'une importance capitale. Donc, en premier lieu, puisque il s'agit du Sénégal, nous allons essayer d'expliquer quels sont les défis juridiques pour le Sénégal avant d'entamer pour l'Afrique de l'Ouest. Euh, Nous savons tous qu'il y a un arsenal juridique qui existe. Peut-être après, avec les questions qui vont suivre, nous allons en venir. Depuis 2008, le législateur national sénégalais a pris des lois, des règlements, des décrets qui permettent d'encadrer l'activité du commerce électronique. En l'occurrence, la loi 2008 du 25 janvier sur les transactions électroniques et le décret 2008-718 portant sur le commerce électronique au vrai sens du terme. Mais nous savons tous que entre 2008 et 2023, on est passé de 15 ans. 15 ans sans pour autant que ces lois ne soient actualisées pour que en fait, ces dernières puissent être à jour et mieux répondre aux exigences du monde électronique ou bien du monde numérique. Tout à l'heure, je pense que Ibrahim l'avait dit, on parle maintenant d'intelligence artificielle, on parle maintenant de cloud computing, toutes ces innovations peuvent converger dans le domaine du e-commerce. Mais malheureusement, ces dernières innovations n'ont pas été prises en compte dans les dispositions juridiques existantes. Donc, on est un tout petit peu en retard par rapport à l'actualisation du cadre juridique existant, qui est tout simplement contraignant, parce que, de même dans le domaine du commerce électronique, il peut y avoir des infractions où on ne pourra pas avoir de base juridique pour pouvoir situer sur telle ou telle activité. Voyons. Donc, l'autre chose, c'est qu'en réalité, quand on parle de commerce électronique, on suppose que c'est une activité universelle. Bien vrai que chaque pays a ses propres lois, chaque pays a ses propres dispositions juridiques qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle la souveraineté nationale, mais le numérique n'a pas de frontières. Et malheureusement, c'est tellement déplorable quand on voit, par exemple, de telles activités comme le commerce électronique, l'intelligence artificielle, que les gens puissent le limiter dans un pays ou bien dans un territoire. Aujourd'hui, dans le cadre du commerce électronique, quelqu'un qui est au Mali, quelqu'un qui est en France peut acheter un produit au Sénégal. Et pour ce faire, donc, il va falloir que la personne accède à la plateforme, fait sa commande, mais en matière d'applicabilité de la loi, donc, des fois, on est en face de ce qu'on appelle des conflits de compétences, ou bien des conflits de compétences dans le temps ou bien dans l'espace. Donc, l'autre défi aussi, c'est qu'actuellement, l'Afrique est beaucoup trop en retard par rapport en matière de législation. Là où l'Europe est parvenue à mettre en place un règlement général sur la protection des données qui englobe aussi tout ce qui est activité numérique, nous, on peine à avoir même une convention qui est vraiment réactive. La preuve, au-delà des lois que j'ai citées tout à l'heure, la loi de 2008 sur les transactions électroniques, le décret, la loi sur la cybercriminalité, on constate qu'il y a une convention qui a été prise au niveau communautaire, notamment la convention de l'Union africaine, dite aussi convention de Malabo, donc sur les transactions électroniques, mais aussi sur la protection des données à caractère personnel. Depuis 2016, cette convention peine à prendre effet. Tout récemment, il y a un pays qui vient de la ratifier, je me rappelle, si je ne me trompe pas, c'est la Mauritanie, qui a magnifié son souhait de ratifier cette convention pour que, enfin, cette dernière soit un tout petit peu réactive. Et malheureusement même, si la convention est réactive, elle risque d'être en retard. Parce qu'entre 2016 et 2023, on a passé énormément d'années qu'on risque de réactualiser cette même convention. Donc, par là, on constate qu'il y a des efforts qui doivent être consentis par les législateurs des différents pays concernés afin d'uniformiser ce qu'on appelle le cadre normatif relatif au commerce électronique. Donc, mettre en place un cadre juridique communautaire permettant de prendre en compte les activités du e-commerce, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit un peu partout en Afrique, et pourquoi même un cadre interpays qui permettra de faciliter les activités de e-commerce. Mais si tel n'est pas le cas, on constate toujours qu'il y a des barrières juridiques qui s'imposent dans le cadre du e-commerce. Aujourd'hui, moi qui est au Sénégalais, il m'est très difficile, ou bien il me serait très difficile d'acheter un produit au Mali, en Côte d'Ivoire, en ligne, parce que j'ai toujours peur que s'il y a des litiges juridiques, quel est le pays qui va s'appuyer, quelle est la législation qui va s'appliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des barrières juridiques qui sont là, qu'il faut lever et véritablement pour pouvoir bénéficier des avantages du e-commerce, comme à l'image des grands pays comme l'Europe, l'Amérique, et à l'image des grandes entreprises comme Alibaba, comme les autres entreprises qui s'activent dans le domaine du e-commerce.
Mais véritablement, il nous faut une harmonisation des législations. Il faut aussi mettre à jour les lois pour permettre véritablement aux consommateurs d'être protégés, de faire leurs transactions électroniques en toute sécurité. Mais si on se dit la vérité actuellement, les lois sont obsolètes et ne répondent pas aux réalités de terrain. Merci. Merci, merci Hassan. Donc, je pense qu'on a eu énormément d'informations par rapport à ce que Hassan vient de dire. Donc, dans un premier temps, Hassan nous parle un peu des avancées significatives dans le monde du e-commerce. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément d'avancées. Donc, aujourd'hui, pratiquement toutes les transactions qui se faisaient en fait de façon manuelle sont faites de façon électronique. Donc, ce qui veut dire que l'avancée en matière de commerce électronique est énorme. Donc, Hassan nous a parlé en fait de l'encadrement juridique au niveau du Sénégal, qui, voilà, donc depuis 2008, on parle de la loi sur les transactions électroniques. Et entre-temps, beaucoup de choses, en fait, se sont passées. Cela veut dire qu'il y a eu 15 ans, il y a eu 15 années sans pour autant qu'une mise à jour ne soit faite au niveau de la réglementation juridique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément de manquements parce qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont passées dans le commerce électronique qui évolue de façon exponentielle et fulgurante. C'est-à-dire que les données aujourd'hui en matière de commerce électronique sont énormes. Donc, il y a une absence de base, pas une absence en tant que telle de base juridique parce qu'il y a une base qui est là, mais une absence de mise à jour de cette base-là. Donc, Hassan aussi nous a parlé du retard de l'Afrique. Bon, par rapport à l'harmonisation des textes relatifs au commerce électronique. Donc, l'Afrique n'a pas, en quelque sorte, des textes harmonisés qui permettent aujourd'hui, comme l'OADA, de pouvoir harmoniser en fait l'ensemble de ces législations-là, que demain, si, comme l'a dit Hassan, s'il achète en fait un produit au niveau du Mali, qu'on sache en fait quelle est la réglementation qui va s'appliquer par rapport à cela. Donc, si on le fait, on sera confronté à ce qu'on appelle en fait des conflits qui sont liés, au niveau, c'est-à-dire des conflits de loi liés à des espaces qui sont un peu différents. Donc, Hassan a proposé qu'on puisse uniformiser le cadre normatif dans l'espace humain parce qu'apparemment, les lois sont devenues obsolètes. Donc, je pense que c'est exactement cela. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu mettre une mise à jour, faire une mise à jour, vu en fait l'obsolescence en fait de ces lois-là qui doivent faire l'objet aujourd'hui d'une revue. Donc, merci Hassan pour cette excellente interview. Donc, je vais revenir vers Abdoulaye. Abdoulaye, donc je m'avais directement demandé en fait. Oui, Abdoulaye? Oui, je suis là. Donc, Abdoulaye, pouvez-vous nous expliquer en fait la différence entre la fraude interne et externe dans le contexte du e-commerce? Alors, en matière de e-commerce, quand on parle de fraude interne et de fraude externe, on fait plutôt référence à l'origine de la fraude. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est à partir, puisque quand on parle de e-commerce, c'est le commerce électronique et ça se passe toujours dans un environnement numérique, c'est de voir d'où est l'origine donc de la fraude. Quand on parle d'origine interne, de fraude interne, c'est que l'origine est même à l'intérieur, c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion même du système de e-commerce. C'est là-bas qu'il y a la fraude. Et souvent, c'est une fraude qui se fait avec la complicité d'un gestionnaire de la base de données ou de l'administration du système d'information. Alors que la fraude externe, c'est une fraude
qui est mené par des attaquants qui ne sont pas dans le système, mais qui sont externes au système et qui viennent poser donc des activités malveillantes. Donc là, c'est ça la fraude interne et la fraude externe. Maintenant, il y a aussi comme on dit toujours, quand il s'agit du système, le système c'est un environnement. Le système, ce n'est pas, par exemple, nous l'avons développé, donc moi je fais part du système parce que je l'ai développé. Non, je fais partie du système parce que je fais partie du système de gestion. Je fais partie même des gestionnaires donc, du système, du personnel qui gère le système. Tant que je ne fais pas partie de ce cercle-là, je ne me considère pas interne au système. Je peux par exemple développer une application de e-commerce en tant que développeur, mais quand j'entre dans le site pour acheter, je ne me considère pas interne au système, je suis externe. Je viens comme un client qui va acheter. Alors que quand j'interviens au niveau de la base de données, là, je suis interne au système. Et maintenant, de ces deux positions-là, mon action peut différer et peut être jugée la fraude. Est-ce que c'est interne ou est-ce que c'est externe? Si ma fraude, je l'ai passée à partir de la base de données, là, j'ai fait une fraude interne. Maintenant, si je sors et que j'ai pu faire ma fraude à partir des cartes et autres, là, ce que j'ai fait, c'est une fraude externe. Ou par donc, utiliser des injections SQL, file XSS et tout ça. Donc, quand je le fais, là, je suis en train de faire une fraude externe. Voilà ce qu'on peut dire des deux types de fraude en matière de e-commerce, bien sûr. Merci Abdoulaye pour cette intervention. Donc, si on a bien compris, en fait, concernant la fraude externe et la fraude interne, donc la fraude externe ou bien la fraude interne d'abord, c'est lorsqu'on est au niveau dans le système. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'un gestionnaire. Ça peut être un gestionnaire de banque, ça peut être un gestionnaire ailleurs. Mais le gestionnaire, en fait, c'est quelqu'un qui gère peut-être un système, qui gère peut-être des deniers. Donc, le gestionnaire qui gère soit un système qui est en interne, qui gère une base de données, donc qui peut frauder, donc cette personne-là est à l'intérieur, en fait, du système. Donc, si c'est encore une personne qui est dans un établissement bancaire, qui gère des deniers, on suppose que c'est quelqu'un qui est en interne. Donc, la fraude, c'est ce qu'on appelle une fraude interne. Donc, la fraude externe, en tant que telle, c'est lorsque la personne mal intentionnée, ça peut être un client, ça peut être un consommateur, ça peut être quelqu'un qui veut hacker le système. Donc, c'est forcément quelqu'un qui sera dehors, qui n'a pas la maîtrise en fait des données, mais qui essaye de forcer la porte pour avoir en fait ces données-là. Donc, c'est ce que vous venez en fait d'expliquer, la fraude interne et la fraude externe. Je pense qu'on l'a très bien comprise. Hein. Donc, pour M. Ibrahim, si. Chez Ibrahim aussi, donc pour la deuxième question, est-ce que vous pouvez nous en fait partager des exemples des meilleures pratiques pour vérifier l'identité des clients dans le e-commerce? Donc des exemples de meilleures pratiques en fait qui puissent nous permettre de connaître un peu voilà, donc l'identité des clients dans le e-commerce. D'accord. Par rapport aux meilleures pratiques pour la vérification de l'identité des clients, je peux en citer deux, par exemple. Il s'agit de la vérification ou l'authentification à deux facteurs. Bon, on le rencontre souvent dans certains sites ou applications qui sont très sécurisées. Par exemple, quand il s'agit de vous connecter dans votre site e-commerce ou bien d'effectuer une transaction, on va demander au client, par exemple, de donner un code qui est unique et ce code doit être généré par le système.
Ce code peut être envoyé soit par adresse mail, donc c'est une bonne façon de vérifier, ou bien via des numéros de téléphone. Donc ça, je pense, ça c'est une façon de vérifier l'identité d'un client quand il choisit juste de faire une transaction, ou bien si c'est un site où tu demandes de te connecter avant de faire votre transaction. Dans les deux cas, il peut vous demander un code qui est unique généré par le système. Et l'autre aspect de vérifier, par exemple, l'identité des clients, c'est d'utiliser la détection de fraude. Je reviens toujours sur IA, par exemple, les algorithmes de machine learning ont fait les preuves. Ils ont fait leurs preuves. Ce sont des algorithmes qui peuvent en temps réel détecter des transactions avec une certaine probabilité. Et de ce fait, si une transaction est détectée avec une certaine probabilité que voilà, les gens qui ont implémenté l'algorithme peuvent fixer comme étant dangereux, ou bien c'est probable que cette transaction soit frauduleuse, ils peuvent bloquer, par exemple, cette client en temps réel. Ça peut se faire en temps réel parce qu'il y a des outils de détection de fraude en temps réel avec des technologies. Maintenant, si une transaction est susceptible d'être frauduleuse, on peut le bloquer pour vérifier quand même l'identité du client. Voilà. Donc, je pense que ces deux aspects peuvent aider à vérifier l'identité d'un client, que sont l'authentification à deux facteurs, vérification de mail, vérification par, on envoie un code, voilà, on vérifie l'identité. C'est bon, ou bien utiliser les techniques de détection de fraude en se basant sur le machine learning. Avec leurs algorithmes sophistiqués qui ont fait les preuves, on peut identifier une transaction qui est susceptible d'être frauduleuse. Donc, je pense que ces deux techniques-là, c'est intéressant pour vérifier l'identité du client. Merci. Merci, M. Ibrahim. Merci, je pense que c'est assez clair. Donc, je pense vous nous avez expliqué deux éléments, en fait, pour pouvoir détecter, en fait, une fraude. La première, c'est d'abord, comment dirais-je, permettre d'avoir un système pour vérifier, en fait, le code, c'est-à-dire l'authentification à deux phases. Ben oui. À deux phases, voilà. Ça veut dire c'est quand un client essaye de faire une transaction ou bien essaye de se connecter au niveau d'une plateforme d'e-commerce, de lui demander un code que le système lui a envoyé, c'est un code unique, voilà, pour vérifier vraiment l'identité de ce client. Ben oui, en fait, c'est cela. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que quand vous voulez vous inscrire sur telle ou telle plateforme, on vous envoie un code pour vous permettre de vous identifier. C'est la même chose aujourd'hui aussi pour les, comment dirais-je, pour certains Apple ou tel. Donc, si une personne essaie de se connecter sur un autre identifiant, on vous envoie un message, on vous dirait que voilà, donc votre compte est en train d'être, est-ce que vous confirmez ou pas? Donc, tout cela, en fait, constitue en fait des moyens pour sécuriser en quelque sorte la plateforme. Donc, l'autre aspect, c'est la détection de fraude à temps réel. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Donc, il s'agit en fait des transactions frauduleuses qui peuvent être bloquées. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de commerce de signature électronique. Vous allez dans les établissements bancaires, donc vous signez un document. Donc, parfois, on bloque le document en disant que votre signature a évolué. Et on avise le client à titre de sécurité pour lui demander est-ce que c'est vous qui aviez émis un chèque ou bien un document tel. On vous donne toutes les informations pour que vous puissiez soit confirmer, soit infirmer. Donc, je pense que tout cela aujourd'hui constitue en fait des moyens pour sécuriser en fait ces transactions et pour voilà, donc, permettre aux clients de ne pas, voilà, donc, de ne pas exposer en fait
de ne pas exposer la clientèle. Donc, merci, monsieur Si. Je pense que j'ai un peu résumé ce que vous, à moins d'avoir omis ou oublié quelque chose, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un peu cela. Hein. Donc, par rapport à monsieur Si, on en revient à notre juriste qui nous parlait tout à l'heure, en fait, des problèmes de l'obsolescence de certaines règles. Mais monsieur Si, est-ce qu'aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer les lois et réglementations essentielles qui encadrent le e-commerce et la protection des consommateurs au Sénégal? Donc, excusez-moi, j'ai même oublié d'allumer ma caméra. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, M. Fall. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mes propos, par rapport au cadre juridique, donc le Sénégal n'en manque pas. Donc, nous faisons partie des pays les mieux équipés en matière de loi dans la sous-région. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes différentes interventions, le législateur sénégalais a très bientôt compris l'impact et l'importance du numérique et a pris des dispositions donc, dès l'aube, c'est-à-dire en 2008. Si on fait le tour, par exemple, des pays de l'Afrique de l'Ouest, rares sont les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont pris des lois en 2008. Donc, c'est dans ce sillage que je vais essayer d'expliquer un tout petit peu le cadre juridique, c'est-à-dire les lois et règlements qui s'appliquent en matière de commerce électronique au Sénégal, surtout même en matière de la protection du consommateur. Donc, tout à l'heure, je vais citer la loi 2008-8, donc sur les transactions électroniques. Donc, c'est cette loi qui est la pierre angulaire du commerce électronique au Sénégal. Parce que c'est dans cette loi même que la notion de commerce électronique a été définie, notamment l'article 8 qui nous dit que le commerce électronique, c'est lorsqu'une personne propose à distance par voie électronique des services ou bien des prestations de services ou bien des livraisons de biens ou bien de services en fait. Donc, pour vous dire tout simplement que c'est une disposition qui garantit même l'existence du commerce électronique au Sénégal, ou bien même la reconnaissance du commerce électronique par le législateur sénégalais. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en réalité, au-delà même de cette loi, il y a des lois connexes qui ont été prises en compte et qui garantissent l'écosystème du numérique au Sénégal. Donc, il y a la loi 2008-11 du 25 janvier sur la cybercriminalité qui sera revue et véritablement remplacée par une autre disposition pénale. Donc, nous allons en venir tout à l'heure. Donc, il y a la loi aussi 2008-12 du 25 janvier sur la protection des données à caractère personnel. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de commerce électronique sans pour autant évoquer la notion de données à caractère personnel, qui sont des aspects fondamentaux par rapport au fonctionnement du commerce électronique. Donc là, ce sont les dispositions qui ont été prises par le législateur en matière de loi. En matière de décret aussi, donc il y a le décret qui est relatif même au commerce électronique, en l'occurrence le décret 2008-718 du 30 juin 2008, qui s'articule sur tout ce qui est activité de commerce électronique. Et entre la loi de 2008 du 25 janvier sur les transactions électroniques et le décret 2008-718, nous allons voir que le législateur a beaucoup protégé le consommateur dans le cadre du commerce électronique. Prenons par exemple le cas de la loi 2008. Donc, dans cette loi sur les transactions électroniques, le législateur a imposé deux formes entre la loi et le décret, le législateur a imposé deux formes de protection. Donc, la première forme de protection qui garantit même la sécurité du cyberconsommateur, c'est ce qu'on appelle l'obligation spéciale d'information. Dans la loi, par exemple, de 2008, nous allons voir au niveau de l'article 10 que le législateur national impose aux professionnels, aux cyberprofessionnels, c'est-à-dire les détenteurs de plateformes de commerce électronique, des obligations d'information spéciales à l'endroit du cyberconsommateur pour que ce dernier puisse être à l'aise et avoir ce qu'on appelle une sécurité maximale dans le cadre de ces transactions électroniques. Tout de même, cette disposition de l'article 10 a été consolidée par les dispositions de l'article 8, 9, 10 et 24 du décret de 2008-718 qui nous disent que avant même que le contrat ne soit conclu entre le cyberconsommateur et le cyberprofessionnel, il faut impérativement que certaines informations soient claires à l'endroit du cyberconsommateur, parce que la loi protège plus le cyberconsommateur que le cyberprofessionnel. Donc, ce sont des informations que toute personne désirant acheter en ligne doit avoir à sa disposition avant d'entamer ce qu'on appelle les procédures d'achat. Parce qu'en réalité, dans le cadre du commerce électronique, la formation des contrats est très complexe.
Donc, il y a une différence entre un contrat sur papier et un contrat par formation électronique. Même si juridiquement, la différence n'est pas assez conséquente. Mais vous allez voir que, par exemple, au niveau des sites de commerce en ligne, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône J'accepte pour donner votre consentement et engager votre responsabilité par rapport à telle ou telle activité. D'ailleurs, c'est pour cette raison même pour laquelle le législateur a dit qu'avant même de former un contrat, ou bien même avant même de reconnaître la légalité du contrat, il faut que le cyberconsommateur, ou bien même il faut que le cyberprofessionnel fournisse des informations au cyberconsommateur pour que ce dernier, autant pour moi, puisse avoir toutes les informations dont il a besoin à sa disposition. Ces informations peuvent être le nom du cyberprofessionnel, s'il s'agit d'une personne physique, son nom, son adresse, ces lieux exacts où la personne pourrait, le cyberconsommateur pourrait se déplacer en cas de litige. S'il s'agit par exemple d'une entreprise, il faut impérativement mentionner la raison sociale, la dénomination sociale, le linéa, le registre de commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça permettra, encore une fois, de garantir la sécurité du cyberconsommateur. Si, par exemple, le cyberprofessionnel refuse de donner ces informations, tout à l'heure, je vous ai dit que la loi de 2011 sur la cybercriminalité a été revue parce qu'il y a une nouvelle disposition pénale, notamment la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 portant code pénal, qui nous dit qu'en matière de commerce électronique, la fourniture d'informations est une obligation à l'endroit du cyberprofessionnel. C'est-à-dire le détenteur de plateforme doit impérativement fournir ces informations. À défaut, il peut être sanctionné pour défaut d'information. Les sanctions sont inscrites dans les articles 431-48 aux articles 431-53, où les sanctions pénales peuvent aller de 1 an, ou bien 6 mois à 1 an de prison ferme, avec des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 250 000 francs à 1 million de francs CFA. Ça, ce sont ce qu'on appelle le droit à l'information, c'est-à-dire le cyberprofessionnel a l'obligation de donner ces informations. L'autre forme de protection à l'endroit des cyberconsommateurs aussi, c'est ce qu'on appelle le droit de rétractation. Vous savez, en matière de commerce électronique, le cyberconsommateur doit se sentir à l'aise sur ce qu'il fait. Et au moment ou bien à l'instant où, par exemple, moi, en tant que cyberconsommateur, j'ai reçu un produit de X ou bien de Y et que j'ai constaté qu'il y a des défauts au niveau du produit, le droit me permet de rétracter, c'est-à-dire de retourner le produit sans aucun motif légitime, c'est-à-dire sans aucune explication, parce que c'est inscrit au niveau des dispositions juridiques existantes. Si on fouille un tout petit peu le décret 2008-718, on verra que ce droit de rétractation a été admis au niveau de l'article 12, qui nous dit que le cyberconsommateur a la possibilité de retourner le produit acheté sur le cyberprofessionnel. Mais quel genre de produit? Ce n'est pas parce que vous avez le droit de retourner le produit en tant que consommateur qui garantit votre protection que tous les produits doivent être retournés. Parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas retourner, comme les produits de consommation, comme les produits pharmaceutiques, comme les logiciels qui, une fois utilisés, peuvent ne plus être remis à zéro, c'est-à-dire ne peuvent plus être utilisés à zéro. Donc, ces produits ne font pas partie de ce qu'on appelle le principe du droit de rétraction. Mais au-delà de ces produits, le cyberconsommateur a le droit de retourner des produits pour un délai de 7 jours. De facto, c'est un délai de 7 jours francs. Et au cas où le cyberprofessionnel, c'est-à-dire le détenteur de la plateforme, n'avait pas fourni toutes les informations nécessaires sur le prix, le modèle, la qualité, la quantité, même la monnaie d'essence doit être bien libellée au niveau des articles que l'on poste sur les plateformes. Au cas où ces informations n'ont pas été respectées, on nous dit que le cyberconsommateur a la possibilité de retenir le produit pour une durée de 3 mois. Donc, excéder ces 3 mois, le droit de rétraction ne s'applique plus. Donc, de facto, c'est 7 jours. S'il y a défaut d'information, c'est 3 mois. Maintenant, le cyberprofessionnel, c'est-à-dire la personne détentrice de plateforme, a l'obligation de recevoir le produit. C'est-à-dire, la loi l'impose à ce que cette dernière puisse recevoir le produit et rembourser intégralement le prix au cyberconsommateur. Ce qu'il faut comprendre par là aussi, c'est que les frais de livraison ne sont pas remboursables. Si, par exemple, le frais de livraison était de 2000 francs sur un produit, donc ces frais de livraison doivent être supportés par le cyberconsommateur et non le cyberprofessionnel. D'accord? Là aussi, la loi nous dit que le cyberprofessionnel, c'est-à-dire la personne détenteur toujours de la plateforme, a 15 jours francs pour recevoir et rembourser intégralement les montants qui ont été
qui ont été reçus de la part du cyberconsommateur. Donc, par là, vous allez voir que le consommateur est très bien protégé dans le cadre du commerce électronique. Au-delà de ça, au-delà de la loi de 2008 et du décret, nous savons tous que tout à l'heure, je l'ai dit, on ne peut pas parler de commerce. Moi, en fait, excusez-moi de vous interrompre un peu. J'ai entendu parler de 7 jours et de 15 jours francs. En fait, est-ce qu'il y a une différence entre ces délais-là? Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de 7 jours. Le temps qui est imparti, qui est laissé au client la possibilité de retourner le produit si et seulement si le produit ne lui convient pas. Vous avez déjà parlé de ce délai-là dans la loi de 2008 sur les transactions électroniques. Mais j'ai entendu aussi un autre délai. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce délai-là? Absolument. En fait, au niveau du décret de 2008-718 du 30 juin, le décret nous précise que le cyberconsommateur, c'est-à-dire le client, a la possibilité de retourner le produit s'il n'est pas satisfait. Donc, le client a un délai de 7 jours francs pour retourner le produit. C'est-à-dire, si j'achète un produit chez vous et je n'ai pas la satisfaction, j'ai un délai de 7 jours pour retourner ce produit chez vous. Si les 7 jours sont épuisés et que je n'ai pas retourné le produit, le droit de rétractation est épuisé, c'est-à-dire qu'il est caduc. Donc, il est caduc ce droit, donc je n'ai plus la possibilité de le retourner. Par rapport aux 15 jours, je vais en venir, avant même les 15 jours, au-delà des 7 jours, en fait, on nous dit que si le cyberprofessionnel, c'est-à-dire la personne, que ce soit Alibaba, les gens qui ont posté le produit sur Alibaba, n'avaient pas donné toutes les informations sur le produit, c'est-à-dire la taille, la quantité, la qualité, les dimensions, ainsi de suite, toutes les caractéristiques du produit. Dans ce cas, l'acheteur, c'est-à-dire le cyberconsommateur, a aussi un délai de 3 mois. C'est-à-dire, au lieu de 7 jours, le délai sera extensible de 3 mois parce qu'il y a défaut d'information. Au-delà de 3 mois aussi, le droit de rétraction reste caduc, c'est-à-dire ne peut plus s'appliquer. Par rapport au délai de 15 jours, ça s'applique aux cyberprofessionnels, c'est-à-dire la personne détenteur du site. Vous avez compris? Par exemple, si vous avez acheté chez moi un produit, vous n'avez pas de satisfaction, vous me retournez le produit, moi j'ai 15 jours pour vous rembourser intégralement la somme que vous m'avez donnée par rapport au produit, c'est-à-dire le prix que vous m'aviez donné par rapport au produit. Vous avez compris? Donc, c'est en fait les 7 jours, c'est pour le cyberconsommateur, les 7 jours et 30 jours, et les 15 jours, c'est pour le cybercommerçant, c'est-à-dire la personne qui a vendu l'article. Donc, cette personne, elle a 15 jours pour rembourser intégralement l'argent. Donc, sur des produits qui n'ont pas été consommés ou bien qui n'ont pas été retenus par le cyberconsommateur. C'est bon. Merci, M. Si. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, vous nous avez parlé de la loi de 2008, la loi sur les transactions électroniques. Je pense aussi que vous nous avez parlé des lois connexes, à savoir la loi sur la cybercriminalité, le décret de 2008 sur les transactions électroniques. Donc, vous nous avez aussi parlé du droit de rétractation. Mais en fait, ce que je n'ai pas je vais un peu vous titiller parce que vous êtes dans le domaine auquel nous partageons. Donc, la question, en fait, c'était, pouvez-vous nous expliquer les lois et règlements essentiels qui encadrent le e-commerce dans la protection des consommateurs au Sénégal? Donc, je pense que cet arsenal de lois que vous venez de citer, moi, je n'ai pas senti en quelque sorte, est-ce qu'il y aurait en fait une loi qui protège un peu les consommateurs? Juste avant de donner la parole à Abdoulaye. Hein? Absolument, avant même les lois de 2008, il y avait des lois qui protégeaient les consommateurs. Je pense que c'est les lois par rapport à la concurrence et tout. Mais pourquoi j'ai amené ces lois? C'est parce que nous sommes dans le cadre du commerce électronique. Et quand on parle de commerce électronique, on sous-entend l'aspect numérique. Et dans le cadre, par exemple, du décret de 2008, donc, je pense que la protection du consommateur a été très bien prise en compte par cette disposition juridique, notamment avec ces deux protections que je viens de dire, c'est-à-dire l'obligation spéciale d'information et le droit de rétractation qui s'applique aux consommateurs. Et au-delà même de ça, il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel que vous connaissez mieux que moi, qui protège
qui protège les consommateurs vis-à-vis de l'utilisation de leurs données, quoi. Exactement. Merci, merci, monsieur Si. Merci pour ces éclaircissements. Je pense que c'est assez clair. Donc, on a un arsenal de textes, mais qui doit faire l'objet de mise à jour. Donc, on a une loi aussi sur la consommation, les prix et pour le consommateur. Donc, je pense que le consommateur est assez protégé aujourd'hui par rapport à tout ce qui est commerce électronique. Donc, M. Sil a expliqué la loi sur les transactions électroniques, le droit de rétractation, en fait, qui est accordé au client au cas où le produit ne lui satisfait pas et les délais qui sont impartis aussi bien aux cyberconsommateurs qu'aux cybervendeurs. Donc, et les 3 mois, en fait, qui sont octroyés aux clients en cas de non-respect de certaines dispositions par rapport à l'étiquetage, par rapport à tout ce qui doit être donné comme information sur le produit. Donc, si tout cela n'est pas respecté, au-delà du délai de 7 jours, le délai passe maintenant de 3 mois. Donc, je vais revenir à Abdoulaye. Donc, Abdoulaye, pour un dernier tour de table. Donc, Abdoulaye, comment aujourd'hui les entreprises de e-commerce peuvent-elles évaluer leur exposition au risque de fraude en ligne? Alors, merci beaucoup, Monsieur Fall. Alors, je commencerai d'abord par me remercier Monsieur Si, le juriste, qui nous a vraiment éclairé pas mal de choses par rapport aux lois régissant l'e-commerce et que même moi, développeur, je me retrouve vraiment nourri de nouvelles connaissances par rapport donc à ces lois-là. Alors, pour revenir à votre question sur les risques, comment évaluer les risques, je pense qu'il faudra d'abord comprendre qu'on ne peut pas avoir une liste exhaustive par rapport donc aux risques, mais cette évaluation-là se passera tout simplement par une phase de processus qu'il faudra suivre par rapport donc à l'activité de e-commerce que nous menons et la taille de notre entreprise de e-commerce. Alors, pour une première phase, la première chose à faire, c'est de commencer par regarder les transactions. Donc, au niveau des transactions passées, comment cela s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des actes de fraude au niveau des transactions? Et cartographier donc ces transactions-là. Où est-ce que ça s'est passé? Comment cela s'est passé? Donc, il y a cette première étape. Ensuite, comme je l'ai dit, la cartographie permet aussi de regarder, faire une analyse comportementale des clients, des utilisateurs de notre plateforme de e-commerce. Où est-ce qu'ils sont? Comment ils se situent? Quelles sont leurs habitudes d'achat? Et par rapport à cela, on peut savoir aujourd'hui, par exemple, je reste toujours dans le cadre du Sénégal. Aujourd'hui, un Sénégalais qui utilise le site de e-commerce, qui achète, par exemple, je donne tout simplement un exemple, hein, un produit, comme puisqu'on est en période de chaleur, qui achète un ventilateur aujourd'hui et demain, il vient encore faire la proposition d'acheter une cinquantaine, voire une soixantaine donc d'articles. Donc là, cette activité comportementale-là est suspecte. Et là, on peut commencer à faire donc une étude sur les comportements de ce genre. Ensuite, au-delà de ces aspects-là, il y a maintenant la gestion, excusez-moi, en interne du système même. L'évaluation du système, est-ce que le système intègre des technologies de sécurité de haute facture? Ça veut dire que les couches de sécurité, est-ce que c'est bien respecté du côté du système de la plateforme, mais aussi du côté du client. Donc, ce sont des systèmes
comme l'avait dit M. Ibrahim aussi, donc l'identification multifacteur, est-ce que c'est bien posé? Aussi, regarder, par exemple, par rapport à nos fournisseurs, faire une étude au niveau de nos fournisseurs. Est-ce que nos fournisseurs aussi sont dotés d'une technologie de sécurité bien élevée, bien performante, pour que nos transactions puissent donc se passer dans la meilleure des manières, et donc gérer toute cette régularité-là. Et à ce qu'on appelle aussi le suivi quotidien, toujours regarder, suivre quotidiennement les activités et continuer à sensibiliser en interne, faire une sensibilisation et même parfois faire un test en interne d'une activité de fraude. Faire une, comment on l'appelle, ça arrive, essayer de schématiser une attaque. Une simulation d'attaque. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Assansi. Faire une simulation d'attaque en interne et regarder maintenant comment le système lui-même agit avec les technologies de sécurité qu'on a intégrées. Donc, je pense qu'avec juste ces phases-là, on peut bien faire donc une étude globale et cartographier donc les risques d'exposition par rapport donc à notre site de e-commerce ou à notre entreprise de e-commerce. Merci, M. Dem. Je pense que c'est assez clair. Bon, je vais juste peut-être vous poser une autre question par rapport à cela. Est-ce à dire que lorsque vous parlez de simulation d'attaque, est-ce que vous écartez en quelque sorte l'audit interne qui est fait pour, comment dirais-je, pour sécuriser ou bien voir quelles sont les failles en fait du système, ou bien c'est pratiquement la même chose? C'est pratiquement la même chose de faire un audit interne, mais souvent l'audit interne, c'est quelque chose qu'on a calé pour une période bien déterminée. Et à chaque fois que la date revient, on doit faire l'audit donc du système, regarder est-ce que les mises à jour ont été faites, regarder est-ce que voilà, il n'y a pas eu des obsolescences qu'il faut enlever et tout ça. Mais parfois, il y a des simulations qu'on fait et qui n'ont rien à voir avec l'audit interne, mais plutôt parce qu'on a entendu qu'il y a aujourd'hui une forme d'attaque qui se mène sur le plan international où donc presque la majeure partie des sites de e-commerce sont touchés. Et là, on décide de lancer un test pour voir est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce type à prendre notre défense par rapport à ce type de fraude-là. Je pense qu'on en avait donc eu récemment l'occasion d'en voir, et avec les sites qui ont été attaqués, les sites du gouvernement. Et je pense que dans la même foulée, pas mal d'entreprises qui sont dans le e-commerce ont fait le test de voir est-ce que eux, ils ne peuvent pas subir donc les mêmes attaques. Et s'ils subissent les mêmes attaques, quel est leur moyen de défense pour contrer donc ces attaques-là? Je pense que c'est un ensemble qu'on peut mener et pour mieux avoir une gestion et de sécurité de système, de sécurité bien plus évoluée, bien plus performante. Merci Abdoulaye pour ces précisions. Je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc je vais directement vers Ibrahim. Ibrahim, en fait, comment aujourd'hui l'entreprise de e-commerce peut-elle détecter les activités? Comment l'entreprise de e-commerce peut-elle détecter en fait les activités de fraude à temps réel? Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être juste de façon à ramasser Ibrahim. Oui. D'accord.
Bon, je pense que cette phase aussi, cette phase est très sensible parce que c'est une phase où tu essaies de détecter une transaction frauduleuse et aussi tu essaies de ne pas frustrer aussi le client. Parce que, par exemple, si tu le mets en attente pendant longtemps, ainsi de suite, alors que ce n'était pas une transaction frauduleuse, voilà, c'est quelque chose qui peut poser des problèmes. Maintenant, bon, comme l'avait dit M. Dem aussi, mais il faut que le schéma soit très clair, par exemple. Par exemple, on peut voir l'habitude, par exemple, du client. Par exemple, si c'est un client qui habite à Dakar, et il a l'habitude de faire beaucoup de transactions ici, et d'un seul coup, il se trouve dans un autre lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'analyse typée. Tu peux, par exemple, isoler cette transaction, voilà, pour vérifier est-ce que c'est une transaction frauduleuse ou pas. Ou bien utiliser les technologies, ce qui est bon. Il y a aussi le phénomène du big data. Et dans l'écosystème du big data, il y a beaucoup de technologies liées au traitement de données en temps réel. Donc, combiner ces technologies-là serait vraiment quelque chose, surtout dans les nouvelles applications qui vont venir, essayer d'intégrer les technologies de big data qui permettent franchement de traiter beaucoup de données en temps réel et d'y associer l'utilisation des algorithmes qui peuvent, de façon beaucoup plus poussée, évaluer sur plusieurs facteurs une transaction si c'est frauduleuse ou pas. Je pense que ce pacte-là, cette technologie combinée, ça peut être une très bonne opportunité, surtout pour les sites d'e-commerce, d'inclure les technologies liées à l'écosystème du big data. À part ça, il y a des technologies classiques, comme ce que je viens de citer, l'analyse d'IP, le comportement des clients, ainsi de suite, pour pouvoir... Mais juste que, quand vous utilisez ces aspects-là, la probabilité que c'est faible. Des fois, c'est du tâtonnement, ainsi de suite. Je pense qu'utiliser ce pacte que je viens de dire là serait vraiment une innovation, surtout dans le développement de ces applications. Donc, comme le temps est presque fini, je peux m'en limiter là de façon ramassée. Merci, monsieur Ibrahim aussi. Merci encore. Donc, là, vous nous parlez de l'intégration des technologies de Big Data. Donc, tout à l'heure aussi, vous nous avez parlé des transactions, en fait, qui peuvent être suspendues. Donc, si on prend peut-être l'exemple des codes OTPS, donc, ou en matière de paiement, des transactions électroniques, surtout pour les paiements de cartes. Donc, parfois, on vous donne un temps assez rapide pour pouvoir valider. Si vous ne le faites pas, donc, il y a ce qu'on appelle une suspicion de fraude qui pèse sur la personne qui fait la transaction. Donc, ce qui fait que le code est suspendu ou la transaction est suspendue et on vous demande de recommencer. Donc, tout cela fait que, voilà, donc, l'entreprise agit à temps réel, c'est-à-dire pour booster, anticiper un peu sur la transaction pour protéger un peu le client. Donc, monsieur Si Hassan, donc je reviens vers vous pour la dernière question. Donc, aujourd'hui, en fait, quelles sont les responsabilités légales et des propriétaires de sites de web et des vendeurs en ligne en matière de prévention de la fraude et de la protection des données personnelles? Merci, M. Fall. Donc, merci beaucoup pour cette dernière question. Je pense que en tant que propriétaire de site, donc leur responsabilité est bien définie. Parce que au niveau des dispositions, avant même de parler sur la protection des données à caractère personnel, on nous dit très souvent que les détenteurs du site doivent, dès la conception du site, clarifier clairement ce qu'on appelle les dispositions légales, en l'occurrence les mentions légales, qui, par rapport aux consommateurs, doivent savoir exactement toutes les informations nécessaires au site. Donc, au-delà de ça, par rapport aussi à la prévention de la fraude et de la protection des données à caractère personnel, nous savons tous qu'au niveau communautaire, il y a une loi, donc la loi sur le blanchiment de capitaux et sur la lutte contre le financement du terrorisme, qui impose ce qu'on appelle l'identification des clients, que ce soit dans le cadre du commerce électronique et dans le cadre du commerce général, et même pour les prestataires de services. Donc, cette loi impose à ce que le client soit identifié, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par rapport aussi à la protection des données à caractère personnel,
nous voyons que la loi de 2012 du 25 janvier sur la protection des données à caractère personnel impose ce qu'on appelle des obligations à ces détenteurs de sites, c'est-à-dire on les considère comme des responsables de traitement qui doivent collecter des données à caractère personnel. Et si on parle de responsables de traitement, on voit très souvent qu'il y a 4 obligations qui pèsent sur eux. Donc, il y a l'obligation de confidentialité. Dans le cadre du commerce électronique, les détenteurs de sites doivent rendre confidentielles les données collectées, que ce soit les données de transaction, que ce soit les données bancaires et tout. Il y a l'obligation de sécurité. Ils doivent mettre en place des mesures nécessaires de sécurité, que ce soit des mesures techniques, des mesures juridiques, des mesures opérationnelles ou organisationnelles visant à garantir la sécurité des données des clients collectés dans le cadre de l'activité de commerce électronique. Il y a aussi l'obligation de pérennité, donc qui permet très souvent que les données collectées ne soient pas impactées ou bien ne soient pas alternées par l'avancée des technologies de l'information et de la communication. Donc, je pense que ce sont les 4 obligations, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié une obligation. Donc, c'est l'obligation de sécurité, l'obligation de confidentialité, l'obligation de pérennité et l'obligation de conservation. C'est-à-dire, ces personnes à qui ces sites appartiennent ou bien les prestataires de services doivent mettre en place les dispositions nécessaires pour conserver les données des clients collectés dans le cadre du commerce électronique. Donc, de façon très générale, ils sont tenus responsables sur tout le processus d'achat en ligne. C'est-à-dire, leur responsabilité pénale ne peut pas être écartée s'il y a une infraction dans le cadre de l'achat en ligne entre le consommateur et le commerçant. Merci beaucoup. Merci, M. Si. Donc, je pense que c'est assez clair par rapport à la responsabilité qui est imputée en quelque sorte aux responsables de sites, c'est-à-dire les personnes qui gèrent les sites qu'on appelle en même temps les administrateurs de sites. Donc, si on a bien compris, en fait, vous dites que ces personnes-là ont l'obligation de garder ces informations confidentielles et de les rendre disponibles et intègres et de ne pas, en fait, les divulguer. Donc, je pense que c'est ça, en fait, cette responsabilité qui pèse sur ces administrateurs de sites-là, donc qui ont l'obligation, qui traitent en quelque sorte ces informations-là, qui les traitent, qui les collectent et qui les exploitent. Donc, il y a une obligation de confidentialité, une obligation de conservation qui pèse en fait sur ces administrateurs de sites-là. Donc, merci beaucoup, M. Abdoulaye. Merci beaucoup, M. Ibrahim aussi. Merci beaucoup, M. Hassan. Donc, je vais laisser le soin à Betty de clôturer en quelque sorte ce débat-là qui a été très, 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 très riche. Donc, je vous remercie tout le monde. Ça a été vraiment très, très briève. Vu le temps qui nous a été imparti, 1 heure de temps, c'est assez court pour collecter ou vulgariser et sensibiliser sur une plateforme qui parle de e-commerce. On sait pertinemment que le e-commerce aujourd'hui est comment dirais-je, est un domaine assez large, un domaine assez immense, donc, pour qu'on puisse y discuter juste pour une période d'1 heure de temps. Donc, c'est assez court, mais qui nous a permis en fait de connaître, qui nous a permis de maîtriser un certain nombre de risques, de déceler un certain nombre de risques, afin d'éviter certaines fraudes. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Betty pour clôturer ce panel-là qui a été vraiment riche. Merci encore à M. Dem, merci encore à M. Ibrahim et à M. Assensi. Betty, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Fall. Merci. Donc, également, je me joins à Khadim pour remercier vraiment, vraiment tout le monde. Vraiment, toutes les interventions ont été brillantes. Le sujet a été vraiment couvert. On a appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vraiment, les objectifs sont atteints pour ce webinaire. Donc, c'était vraiment, vraiment un plaisir de vous écouter. Merci Khadim aussi pour la modération. Merci aux spectateurs et tout le monde. Donc, bon, je me réjouis d'avoir d'autres occasions d'échanger avec chacun de vous en fonction des différents projets que nous avons les uns et les autres. Donc, j'espère qu'on va rester en contact et voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée
Et puis, je vous dis à bientôt. Merci tout le monde. Merci Betty, merci à tout le monde. Donc, on remercie tout le monde. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres panels. Allez, à bientôt. Merci. Merci beaucoup.